Le pillage archéologique représente un problème éthique d'importance que nous nous proposons de présenter. De fait, le public demeure largement ignorant des enjeux de cette activité criminelle. Dans un premier temps, j'expliquerai mon cheminement assez rapidement dans ce domaine, puis je poserai des questions à Christophe Gouman, qui enseigne l'archéologie à l'Université de Genève et qui est expert en matière de monnaie antique. À la fin, Thierry Petit, professeur d'archéologie à l'Université Laval, présentera quelques remarques conclusives. J'ai été amenée à m'occuper de pillage archéologique de manière un peu progressive. En 1994, j'ai vu une exposition à Londres, à la Royal Academy, qui présentait la collection de George Ortiz et dont la préface du catalogue était rédigée par John Boardman. Les objets avaient presque tous des lieux d'origine vagues ou accompagnés de points d'interrogation. L'exposition et le professeur Boardman ont été très critiqués dans la presse et dans les milieux savants. Le reproche qui était adressé était que l'exposition donnait une sorte de validité ou une sorte de nouvelle virginité à des objets provenant du pillage archéologique. C'est déjà ce qu'une exposition et un catalogue de 1993 intitulé Fundort unbekannt, donc origine inconnue, démontraient. D'un autre côté, le fait que des institutions universitaires encouragent le pillage a commencé à être plus vivement critiqué. Pendant ces années, en tant que juriste, j'ai été sensibilisée par le fait que la législation suisse en matière d'acquisition d'œuvres issues du pillage était exceptionnellement laxiste, mais il faut dire aussi qu'elle s'est un peu durcie depuis. De plus, il y avait à l'époque, mais il y a encore plusieurs magasins à Genève qui vendent des œuvres antiques qui ont des provenances très vagues et qui de toute évidence sont issues du florissant marché des œuvres archéologiques pillées. C'est d'ailleurs aussi le cas à New York, Londres, Paris, Bruxelles. Pouvez-vous, monsieur Gouman, nous dire pourquoi les fouilles illégales sont condamnables ? Les fouilles illégales, elles sont condamnables parce qu'en fait, on détruit l'histoire et l'histoire appartient à tous. Elle appartient pas juste à une personne, un collectionneur ou autre, mais elle appartient à l'humanité entière. Et c'est pour ça que des objets qui sont dans la Terre depuis des centaines, des milliers d'années n'appartiennent pas à une personne, mais vraiment à l'humanité entière. Et qu'il faut les sortir, ces objets, par des fouilles archéologiques. L'archéologie, c'est devenu une science maintenant. On étudie les strates, on note d'où viennent les objets et tout ça, ce qui nous permet de donner un maximum d'informations sur les objets. Un objet qui sort de fouille illégale, on verra uniquement sa beauté comme une œuvre d'art, mais pas du tout, il n'apportera plus rien pour l'histoire. C'est un objet qui est mort pour l'histoire. De plus, les pilleurs, en fait, ils vont à la pelle, la pioche ou à leur détecteur de métal, et ils détruisent toutes les strates et mélangent les couches, et c'est complètement impossible ensuite de refaire l'histoire d'un site avec eux. J'ai une deuxième question qui est, il y a eu une évolution, semble-t-il, dans les critiques qui étaient adressées aux expositions. Je me demandais, pour Genève, que vous connaissez bien, si les institutions publiques comme les musées, la bibliothèque de Genève et l'université ont pris en compte ces critiques et ont évolué en matière d'exposition, d'objets notamment. Oui, alors les mentalités ont évolué, mais ça évolue lentement. Donc en fait, il faut surtout attendre que les personnes changent pour faire évoluer, et même encore, ça prend parfois beaucoup de temps. Parce qu'il y a une sorte de mentalité aussi à Genève qui est plutôt collectionneuse que historienne ou archéologique. Pour ce qui est du musée d'art et d'histoire, par exemple, lorsque le conservateur a quitté ses fonctions, il a été remplacé par un archéologue de terrain, Marc-André Liman, qui lui a mis fin à toute acquisition de nouvelles œuvres dont la provenance est complètement inconnue. Et c'est pour ça que certains objets, maintenant, qui devaient entrer au musée, sont allés à l'université de Genève, qui est moins regardante sur le sujet. Vous êtes numismate, c'est-à-dire spécialiste des monnaies antiques.
Est-ce que vous pouvez nous indiquer l'importance des pièces de monnaie dans le cadre des fouilles? Les monnaies, c'est très précieux pour les fouilles parce que c'est des objets qui sont très bien inventoriés, qu'on connaît très bien, donc qui sont facilement datables. C'est un élément pour dater les couches archéologiques pour les fouilles, comme la céramique par ailleurs. Les monnaies, malheureusement, elles sont en métal et elles sont très facilement détectables avec des détecteurs de métaux. Ce qui est une grande perte parce que les personnes qui vont avec les détecteurs de métaux détruisent toutes les couches, descendent et prélèvent les éléments qui sont le plus facilement datables pour une fouille. Ce qui est un grand dommage parce qu'après, parfois, on n'arrive plus à dater certaines couches archéologiques. En matière de pièces de monnaie, il est souvent dit qu'elles proviennent de vieilles collections des siècles passés. Pouvez-vous nous donner des précisions à ce sujet? C'est vrai que les pièces de monnaie, on les collectionne depuis très longtemps. Déjà au Moyen-Âge, on collectionnait les pièces de monnaie romaines, certaines personnes aisées. Mais il faut dire que ce qui est aujourd'hui la plus grande partie des monnaies qui se trouvent sur le marché proviennent de pillages archéologiques récents. Les monnaies anciennes, si c'est des monnaies qui proviennent d'anciennes collections, elles sont en général répertoriées. Elles ont déjà paru dans un catalogue de vente aux enchères ou autre. Et elles ont ce qu'on appelle un pédigré. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont, lorsqu'on les vend aux enchères, on le mentionne, ce qui fait qu'augmenter sa valeur. Et si vous regardez les catalogues de vente aux enchères des monnaies, elle a pratiquement 95% ou plus de monnaies n'ont aucun pédigré. Elles proviennent de fouilles illicites. Un autre lieu commun est que la collection est humaine et qu'on ne peut pas empêcher cela. Est-ce que vous pouvez nous apporter un certain nombre de précisions sur les motifs de collectionner des objets antiques? Les motifs de collectionner des objets antiques, ils peuvent être multiples, mais ce qu'on constate la plupart du temps, les collectionneurs sont fiers de montrer leurs objets entre eux et tout ça, et se sentent cultivés parce qu'ils ont des objets antiques, voilà. Par contre, ce qu'ils ne disent pas, c'est que la plupart du temps, c'est un placement financier pour eux, parce que c'est comme du marché de l'art, la valeur malheureusement pour les pièces antiques augmente aussi comme les tableaux. Et c'est des choses qui ne sont pas taxées. Vous placez, vous achetez une œuvre d'art, parce que c'est des œuvres d'art, c'est plus des œuvres archéologiques malheureusement, puisqu'il n'y a plus de contexte. Lorsqu'ils achètent une œuvre, c'est bien souvent pour la revendre plus tard en faisant un bénéfice qui n'est pas taxé ensuite. De l'autre côté des affaires, si on a un marché de pillage, est-ce que vous pouvez dresser un portrait des pillards? Pillard, il y a disons trois types de pillage. Donc le pillard, la personne qui est sur le terrain, lui, c'est pas lui qui va gagner beaucoup d'argent, parce qu'en général, il la revend, il découvre des objets qu'il revend ensuite à un réseau qui est bien organisé, et c'est ce réseau qui les exporte en Suisse ou ailleurs, et c'est ce réseau-là qui gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Par contre, il y a trois types, disons, de pilleurs ou de pillage. Un, tout d'abord, c'est le détectoriste du dimanche ou de la nuit, qui va avec son détecteur de métal et puis qui essaye, qui trouve intéressant pour lui de découvrir des monnaies ou des choses comme ça dans les champs. Le deuxième, c'est les groupes organisés. Souvent derrière, il y a la mafia. En Italie, il y a la mafia, c'est le troisième revenu pour la mafia, derrière la drogue et le trafic d'armes. Et il y a ensuite aussi les pillages en temps de guerre, ce qui est malheureusement très fréquent. Donc, en gros, si on veut dire une personne qui achète des antiquités, il y a souvent les mains sales, parce que soit il participe vraiment à financer la mafia ou des groupes terroristes comme Daesh pour toute la région Syrie, Irak et autres. Dans l'équation, on trouve des éléments en ligne sur le pillage archéologique et le port-franc de Genève semble être un élément important du commerce. Vous pouvez nous expliquer en 2 mots le rôle du port-franc dans le commerce des antiquités? Le port-franc, c'est une zone hors douane qui est située à Genève, où on peut importer des objets sans déclarer les valeurs douanières, pour autant qu'ils ne ressortent pas. Quand ils ressortent, soit ils repartent à l'étranger, il n'y a aucune déclaration, soit ils sortent en Suisse, et là il y a des déclarations douanières qui sont faites, mais ça permet de les faire venir et de ne pas payer de droits de douane. Et des marchands louent des locaux et font venir leurs collectionneurs, leurs clients, dans ces endroits où ils leur montrent les objets et ils peuvent faire leurs petits achats tranquilles. Le port-franc de Genève a été objet d'un grand scandale avec l'affaire Medici à la fin des années 90.
Ce qu'il faut dire, c'est que le port-franc a fait des efforts. La Suisse aussi a changé sa loi, a adhéré à la LTBC, la loi sur le transfert des biens culturels. Et à partir de ce moment-là, de 2010, il faut un inventaire des objets qui sont dans le port-franc. Ceux qui n'ont pas fait d'inventaire d'objets, dans le port-franc ou à l'extérieur, ces objets sont considérés comme étant entrés en Suisse illégalement. Et les objets peuvent être confisqués par les douanes. Actuellement, il y a environ 15 000 objets qui ont été séquestrés au port-franc, justement parce qu'ils n'ont pas été déclarés aux douanes. Donc c'est réconfortant qu'il y ait, semble-t-il, quelque chose qui se passe, une évolution dans le domaine. Dans le film que vous nous avez présenté vendredi, le film d'Adolfo Conti, Trafic au musée, le procureur italien qui intervient cite les noms de Jacques Chamet et de Fiorella Cotier-Angeli, qui est restauratrice de vases. Pour ce qui est de Jacques Chamet, donc, qui était l'ancien conservateur des antiquités grecques et romaines du musée et qui était chargé de cours à l'université de Genève, à la fois le livre de Laurent Flutsch et Didier Fontana, Le pillage du patrimoine archéologique, et aussi un best-seller qui s'appelle The Medici Conspiracy. Tous deux indiquent que Jacques Chamet était très impliqué dans le marché de l'art et aurait contribué au transit de biens archéologiques sans provenance sur le territoire suisse. Mon professeur à l'université, il y a très longtemps, évoquait même le fait que certains vases auraient été cassés pour passer les douanes pour être ensuite recollés une fois en Suisse. Je trouve cela, disons, comme un peu profane à l'archéologie. Ça me paraît étonnant pour des personnes qui sont formées pour plutôt sauver les objets que les casser. Ma question, c'est un peu, est-ce que les institutions étatiques, comme l'université, le musée, ont continué d'employer ces personnes? Est-ce qu'elles ont été inquiétées? Et est-ce que finalement toutes les entités qui reçoivent de l'argent des impôts ne devraient pas adhérer à des chartes éthiques? Alors c'est clair que toutes ces entités devraient adhérer à des chartes éthiques. Malheureusement, ces personnes, certaines d'entre elles parlent beaucoup et racontent ce qu'elles font, mais elles ne vont jamais le dire publiquement à la presse ou par écrit. Donc pour pouvoir arrêter ces personnes, il faut des preuves, et là, malheureusement, nous n'avons aucune preuve, bien que tout le monde sache ce qui se passe. Pour les entités éthiques, c'est vrai que maintenant, il y a une commission d'éthique qui a été mise sur pied au musée de Genève aussi. Donc les choses évoluent, ça prend du temps, mais ça évolue quand même, et comme je vous l'ai dit avant, à Genève, au musée, en tout cas, plus aucun objet sans provenance n'est acheté, n'est acquis par le musée. Ça semble aller dans la bonne direction. J'avais une autre question. Lors de nouveau de la discussion que nous avons eue vendredi, vous sembliez dire que depuis les années 90, non seulement le pillage continue, mais aussi que de plus en plus de pièces n'ont pas d'origine du tout, par opposition à la situation antérieure où on avait souvent quand même un lieu d'origine qui était connu de certaines personnes, ou bien qui était un lieu d'origine un peu vague, mais ou suivi d'un point d'interrogation. Est-ce que vous pouvez apporter des précisions? Il faut dire que aussi à partir des années 80, le pillage s'est vraiment organisé et est devenu vraiment malheureusement une échelle industrielle. Les pays exportateurs entre guillemets d'antiquités, comme l'Italie, la Grèce, ont essayé de réagir. Et on enlève les provenances, on essaye de ne plus le dire, d'avoir aucune preuve pour éviter que ces pays demandent la restitution des pièces. Pour ce qui est du musée de Genève, par exemple, on peut suivre jusqu'à les années 80 la provenance des objets, mais à partir des années 80, il n'y a absolument plus aucune provenance qui est mentionnée, sauf si ce n'est un point d'interrogation Italie du Sud, point d'interrogation ou choses comme ça, qui n'apporte absolument aucune preuve, et malheureusement c'est le cas maintenant pour tous les objets où on ne donne plus aucun lieu de preuve, parce que le lieu de provenance, pour ne pas avoir besoin de restituer ces objets au pays auquel il appartient. Donc peut-être en résumé... En conclusion, le pillage, c'est un fléau pour l'archéologie, pour l'histoire mondiale, l'histoire de l'humanité. Il y a des pays comme par exemple le Yémen, dont on ne connaîtra malheureusement jamais l'histoire, qui a des pièces absolument magnifiques, mais tout est pillé depuis une vingtaine, trentaine d'années dans ce pays, avant même qu'il y ait pu y avoir des fouilles, des recherches archéologiques. Il y a eu quelques recherches qui ont été faites, mais
ça touche même pas 1% du terrain qui est pillé, quoi. Donc c'est difficile de connaître un peu ce qui se passe. Et puis, ce qu'il faut dire en conclusion, c'est surtout de ne jamais acquérir un objet archéologique, parce quel qu'en soit son trajet, il a souvent transité par des personnes de mauvaise foi, et si vous achetez des objets, vous avez soit du sang sur les mains avec les groupes terroristes, soit alors vous contribuez très fortement à enrichir les réseaux mafieux. Et voici finalement le point de vue de Thierry Petit. Bien, donc j'ai été mandaté par Madame Morand pour donner le point de vue de l'archéologue que je suis. Alors effectivement, le pillage d'objets antiques laisse parfois une impression fausse, car ce sont pas toujours les destructions ou les pillages les plus spectaculaires qui sont les plus graves. Je prendrai un seul exemple, c'est celui de Palmyre. Tout le monde a vu à la télé avec horreur la destruction du temple de Zeus Bellos, celui de Baal-Shamim ou l'arc triple. Mais ce sont des choses qui étaient connues. Certes, c'est une perte, notamment touristique, mais ce sont des choses qui étaient bien connues et déjà publiées. En revanche, ce qu'on sait moins, c'est que le camp de l'armée russe, lorsqu'ils ont repris l'oasis, s'est installé sur la nécropole antique. Et l'armée russe s'est livrée à des pillages, l'armée russe et sans doute aussi l'armée syrienne, se sont livrés à des pillages dans des tombes, dans des ensevelissements qui n'étaient pas connus. Or, ça c'est une perte tout à fait sèche, perte de toute information, et c'est, comment dire, une des caractéristiques de ce pillage, c'est que les tombaroli, par exemple en Italie, donc les pilleurs de tombes, se spécialisent précisément dans ce type de pillage. Pourquoi ? Parce que c'est dans les tombes que l'on trouve les objets les plus commercialisables sur le marché de l'art, c'est-à-dire des objets entiers, en particulier la céramique. Ce sont des objets entiers, et donc avec une grande valeur marchande. Or, c'est un peu le paradoxe et le drame de ces pillages, c'est que les tombes fournissent, en dehors évidemment des monnaies, des pièces de monnaie qui sont très intéressantes pour les pilleurs, mais à côté des monnaies, les tombes constituent des assemblages tout à fait remarquables. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un contexte qui est préservé, d'un contexte synchronique, puisque la plupart des objets ont été déposés au même moment, et également d'un contexte délibéré, intentionnel. Et donc, on a là un contexte sociologique, anthropologique tout à fait remarquable, et c'est précisément ça qui constitue la cible privilégiée de ces pilleurs. Mais dans l'ensemble, pour reprendre l'ensemble de ce qui a été dit par mes deux collègues, je conclurai en disant que tout cela constitue une perte sèche pour l'humanité, une perte de renseignement, une perte de culture et donc une perte complète.